Bonjour et bienvenue à Nouveau Regard. L'équipe de scientifiques de l'OMS vient de terminer son séjour en Chine. Ce séjour fait suite à une motion de l'Australie demandant à l'OMS une enquête sur la gestion de l'épidémie par le régime chinois et qui avait été soutenue par 194 États membres. L'enquête devait porter notamment sur l'origine du virus et son mode de transmission à l'humain. Tout d'abord, veuillez prendre note que nous sommes maintenant sur Telegram. Tous les liens vers nos autres plateformes sont dans la boîte description sous cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, la partager et laisser vos commentaires. Et veuillez prendre note que la manière la plus sûre de rester en contact avec notre équipe est de vous abonner par courriel, également via le lien dans la boîte description. Après un délai de plusieurs mois, les 14 experts de l'OMS sont finalement allés en Chine à la mi-janvier. Ils y sont restés un mois, dont 14 jours en isolement. Pendant leur confinement, ils ont examiné des recherches et mené des entretiens téléphoniques. Leur enquête terrain a débuté le 28 janvier et s'est terminée le 8 février dernier. Au cours de leur séjour, ils ont visité 2 hôpitaux où ont été admis des patients atteints du COVID pendant les premiers stades de l'épidémie. Le 30 janvier, ils ont visité une exposition de propagande chinoise, une initiative des autorités provinciales du Hubei, du Parti communiste chinois, qui, selon les médias d'État, présente la réponse de la Chine à la pandémie et le soi-disant rôle de premier plan qu'aurait joué le Parti communiste chinois. Le 31 janvier, les experts ont visité le marché des fruits de mer de Huanan, où, selon les autorités chinoises, il y aurait eu l'éclosion du nouveau coronavirus, ainsi que le marché de Baishazhou. Enfin, le 3 février, les experts ont visité l'Institut de virologie de Wuhan, où ils sont restés 3h30 et où ils ont pu rencontrer la virologiste Shi Zhengli, connue pour ses recherches sur les coronavirus de chauve-souris. Certains soupçonnent l'Institut de virologie de Wuhan d'être à l'origine de l'épidémie, soit par fuite accidentelle ou non du virus, étant donné ses laboratoires de niveau P4, soit le plus haut niveau de sécurité, et où sont manipulés des agents pathogènes tels que les virus Ebola et du SRAS, ainsi qu'en raison des liens entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'armée chinoise. Les médias ont rapporté que les journalistes n'ont pas été autorisés à parler aux experts de l'OMS ni de les approcher. Selon le média australien ABC, des familles des victimes auraient également vu leur groupe sur les médias sociaux être supprimés et auraient été avertis par les autorités chinoises de ne pas essayer d'entrer en contact avec l'équipe de l'OMS. La porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, a également déclaré lors d'une conférence de presse du 29 janvier qu'en raison des restrictions sanitaires, les contacts avec le groupe d'experts à Wuhan sont limités aux visites organisées par la partie chinoise et qu'il n'aurait pas de contact avec la communauté. Les médias ont également rapporté que l'itinéraire des experts de l'OMS n'a pas été divulgué et que les journalistes ont dû les suivre en voiture. De rares experts ont publié quelques rares et vagues messages sur Twitter au cours de leur séjour. À son retour de Wuhan, le 10 février, le microbiologiste australien et expert en maladies infectieuses Dominic Dwyer a accordé une entrevue aux médias Nine News. Il a partagé quelques conclusions personnelles intéressantes. Il a dit que, selon lui, le virus serait d'origine naturelle, possiblement d'une chauve-souris, mais transmis à l'humain par un animal hôte intermédiaire non déterminé. Il a également affirmé que des preuves existent, telles que l'analyse génétique du virus, pour démontrer que le virus aurait commencé à circuler à Wuhan à la mi-novembre ou au début du mois de décembre. Il a déclaré « Je pense que la source la plus probable est que le virus provient de chauve-souris, qu'il est probablement passé par un animal intermédiaire, un pangolin, un chat ou autre, et qu'il a ensuite contaminé l'humain. Je pense que l'exposition du marché de Huanan à Wuhan a été un événement amplificateur. Le virus a probablement circulé pendant plusieurs semaines auparavant dans la communauté. » Il a également déclaré « Il a dû y avoir beaucoup plus de cas en décembre que ce qui a été identifié. » Fin de citation. Ces conclusions sont intéressantes car les diplomates chinois tentent depuis des mois d'insinuer que le virus ne vient pas de la Chine. Par exemple, dans un tweet du 12 mars, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Li Tianzhao, a écrit « Le Centre de prévention et de contrôle des maladies, CDC, a été pris sur le fait. Quand le patient zéro est-il apparu aux États-Unis?
Combien de personnes sont infectées? Quels sont les noms des hôpitaux? Peut-être est-ce l'armée américaine qui a amené l'épidémie à Wuhan? Soyez transparents, rendez publiques vos données. Les États-Unis nous doivent une explication. Outre les États-Unis, les responsables chinois ont fait circuler plusieurs rumeurs selon lesquelles le virus proviendrait de l'Inde, du Bangladesh, de l'Arabie saoudite, de l'Italie, etc. Par exemple, le média d'État chinois Xinhua aurait affirmé, citant le biochimiste allemand Alexander Kekulé, le point de départ de la pandémie n'est pas à Wuhan. Le nouveau coronavirus qui sévit dans le monde entier n'est pas la variante de Wuhan, mais une variante qui a muté dans le nord de l'Italie. Fin de citation. M. Kekulé s'est par la suite défendu aux médias Hindustan Times en déclarant « L'origine du virus en Chine est décrite en détail dans mon livre, ainsi que les tentatives des autorités chinoises pour dissimuler l'ampleur initiale de l'épidémie. Je n'ai jamais déclaré que le virus venait d'Italie, c'est de la pure propagande. » Le 7 février, dans une entrevue à CNN, on a demandé à l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, si la Chine offrirait un accès complet aux experts de l'OMS pour enquêter sur le virus. Ce à quoi l'ambassadeur a répondu « Les experts de l'OMS sont à Wuhan depuis plusieurs jours. Ma question est de savoir, seront-ils autorisés à venir ici aux États-Unis pour faire la même chose? » Fin de citation. Insinuant qu'une enquête devrait être réalisée aux États-Unis sur les origines du virus. C'est également ce que rapporte le média d'État chinois Global Times dans une édition du 4 février sur la visite des experts de l'OMS en Chine. Les auteurs écrivent « La visite du laboratoire de Wuhan démontre pleinement l'ouverture, la responsabilité et la transparence de la Chine au sujet des questions telles que l'origine du nouveau coronavirus, alors que d'autres pays, tels que les États-Unis, n'ont jamais invité les experts de l'OMS à venir faire des études similaires sur leur sol », peut-on lire en première page. Par ailleurs, notons que l'expert de l'OMS, Peter Ben Mbarek, a semblé vouloir donner suite à l'hypothèse selon laquelle le virus aurait été introduit en Chine via un emballage d'aliments surgelés importés. L'hypothèse a semblé réjouir le média d'État Global Times, qui l'a repris dans un tweet. Toutefois, selon le professeur Dwyer, les preuves d'une origine extérieure à la Chine sont très limitées. Il a dit « Il y a des preuves, mais elles ne sont pas vraiment très bonnes ». Le deuxième aspect intéressant dans l'entretien du professeur Dwyer à 9 News est que si le virus circulait dès la mi-novembre au début décembre et qu'il y a eu beaucoup plus de cas que ce qui a été identifié, il devient de plus en plus évident que le Parti communiste chinois a dissimulé le virus. Le professeur Dwyer a déclaré que ce qui l'a le plus surpris au cours de son séjour en Chine est, citation, le degré d'attention accordé à cette réunion et le degré d'attention accordé à la politique de cette réunion. Fin de citation. Il a dit « C'est une chose de discuter de science et nous sommes tous habitués à le faire, mais c'en est une autre de parler de la politique autour de cela et de voir les réponses changer autour de la politique. » Fin de citation. Il a dit « L'une des principales différences d'opinion au sein de l'équipe de recherche consistait à essayer de s'entendre sur ce qui se passait juste avant l'apparition de l'épidémie au marché de Wuhan. Car bien que le Parti communiste chinois se vante d'avoir géré l'épidémie de manière exemplaire et d'avoir sauvé le monde en exportant des équipements de protection individuelle, un point sur lequel tous ne s'entendent pas, on lui reproche surtout de ne pas avoir été transparent et d'avoir dissimulé le virus aux premières phases de l'épidémie. Par exemple, le 30 décembre, la chef de l'urgence de l'hôpital central de Wuhan, la docteure Ai Fen, a reçu des résultats de laboratoire attestant une infection de coronavirus du SRAS. Elle a alerté ses superviseurs et a rapporté l'information au département de santé publique de l'hôpital. Elle a encerclé en rouge les résultats sur le papier et l'a envoyé ainsi qu'une vidéo des scans de poumons à ses collègues de l'école de médecine. Son message s'est rendu notamment au docteur Li Wenliang, qui a informé 100 autres de ses collègues via la plateforme chinoise des médias sociaux WeChat au sujet de 7 cas confirmés de SRAS. C'est à ce moment que la commission municipale de santé de Wuhan a publié un avis d'urgence informant les institutions médicales de la ville qu'une série de patients du marché de Huanan avaient une pneumonie inconnue.
Toutefois, l'avis était accompagné d'un avertissement stipulant que toute organisation ou individu n'est pas autorisé à communiquer au public des informations sur les traitements médicaux sans autorisation. Fin de citation. 8 médecins, dont le docteur Li Wenliang et Ai Fen, ont fait face à des mesures disciplinaires pour avoir, citation, publié et partagé des rumeurs en ligne. Le docteur Li Wenliang a été contraint de signer une déclaration d'aveu dans laquelle il promettait de ne plus commettre d'actes illégaux. Mis à part la censure de ces médecins ayant tenté de sonner l'alarme, de nombreux cas de censure d'internautes sur les médias sociaux ont été rapportés, tout comme la disparition ou l'emprisonnement de journalistes et citoyens qui ont tenté de couvrir l'épidémie, tels que Chen Qiushi, qui a disparu de février à septembre après avoir fait un reportage à Wuhan, l'homme d'affaires Fang Bin, qui a été arrêté en février après avoir publié des vidéos montrant des corps de ce qu'il a identifié être des victimes du COVID dans les hôpitaux et n'a pas été revu, et de la journaliste Zhang Jian, qui a été condamnée à 4 ans de prison après avoir fait des reportages sur la réponse du régime au COVID-19 à Wuhan. Par ailleurs, les autorités chinoises n'auraient en fait pas alerté l'Organisation mondiale de la santé du virus de leur propre chef. Le 31 décembre 2019, après que les médecins aient sonné l'alarme sur les réseaux sociaux, les médias d'État ont rapporté sur le web l'apparition d'une pneumonie atypique. C'est par le biais d'une traduction automatique que l'information a été publiée sur le site web du Programme de surveillance des maladies émergentes, ProMed, une plateforme d'information sur l'éclosion des maladies infectieuses basée aux États-Unis, que l'OMS a été informée de l'éclosion à Wuhan. C'est d'ailleurs ce que rapporte le directeur exécutif du programme d'urgence sanitaire à l'OMS, le Dr Michael Ryan, dans une conférence de presse virtuelle du 20 avril. Il déclare « Le 31 décembre, des informations de nos services de renseignement sur les épidémies provenant de plateformes partenaires ProMed ont été reçues indiquant une éclosion de pneumonie en Chine. » Plus loin, il indique « Le jour même, cette demande a été immédiatement transmise à notre bureau de comté pour un suivi auprès des autorités chinoises et le 1er janvier, nous avons fait une demande de vérification officielle à travers le International Health Regulations, qui est le processus formel au-delà de toute vérification informelle, exigeant une réponse et interaction de la part de l'État membre. » Fin de citation. Le Dr Ryan admet donc que l'OMS a été informé par le biais de la plateforme ProMed et que le bureau de comté local de l'OMS en Chine a par la suite contacté les autorités chinoises. Cette déclaration concorde avec les informations disponibles sur le site web de l'OMS où on peut voir une mise à jour de la chronologie des événements. Dans la version originale du 27 avril 2020, on peut lire que la Commission municipale de santé de Wuhan a rapporté une éclosion de pneumonie à Wuhan le 31 décembre. Dans la version du 29 juin 2020, on peut lire que le bureau de comté de l'OMS en Chine a repris une déclaration de la Commission municipale de la santé de Wuhan sur son site web concernant des cas de pneumonie virale à Wuhan, en République populaire de Chine, en date du 31 décembre. Selon Epoch Times, les États-Unis se sont officiellement retirés de l'OMS lorsque cette dernière a admis que les responsables du Parti communiste chinois n'avaient en réalité pas signalé l'émergence du nouveau virus en provenance de Chine à l'organisation. Cette omission est également une violation de l'article 6 de l'International Health Regulation qui requiert des États membres d'informer l'OMS de tout événement survenant à l'intérieur de leurs frontières susceptible de constituer une menace d'urgence de santé publique de préoccupation internationale. La même rétention d'informations se serait également produite au sujet du génome du virus, qui aurait été identifié par un laboratoire d'État le 2 janvier, mais qui a été partagé à l'OMS que 10 jours plus tard, soit un jour après que le professeur Zhang Yongzhen du Centre clinique de santé publique de Shanghai ait publié une séquence du génome sur le forum de discussion en ligne virological.org ainsi que la base de données GenBank située aux États-Unis sans l'autorisation préalable des autorités chinoises. Après cette publication non autorisée par les autorités, le laboratoire de Shanghai a été fermé le lendemain.
Ces deux exemples clés montrent que c'est à la suite de divulgation d'informations de sources citoyennes que les autorités chinoises ont été obligées de rapporter l'information à l'OMS et que ces citoyens ont été par la suite sanctionnés par l'État chinois. Notons également que le 31 décembre, le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Taïwan a écrit à l'OMS afin de l'informer des reportages en ligne en provenance de Chine au sujet des 7 cas de pneumonie atypique à Wuhan précédemment cités. À cette date, les soupçons de transmission interhumaine à Taïwan étaient tels que les autorités ont instamment mis en place des mesures de contrôle des passagers aux frontières ainsi que des mesures de confinement des voyageurs. Toutefois, du côté de l'OMS, ce n'est que le 4 janvier que l'information sur l'épidémie à Wuhan a été rendue publique et ce n'est que le 20 janvier que l'OMS a confirmé que le virus était transmissible d'humain à humain. Pourtant, en date du 20 décembre, 60 personnes avaient déjà contracté le virus en Chine sans qu'elles aient nécessairement été en contact direct avec le marché de Wuhan. Le 25 décembre, des membres du personnel médical de 2 hôpitaux de Wuhan ont été mis en confinement et le 27 décembre, les autorités médicales de Wuhan ont été informées que la séquence génétique du nouveau coronavirus était à 87% similaire à celle du virus ayant causé le SRAS en 2003, dont la voie de transmission principale était interhumaine. Il s'agissait de 3 signes clés laissant fortement présager d'une transmission interhumaine. Enfin, une série de documents internes du gouvernement chinois ayant fait l'objet d'une fuite et transmis aux médias spécialisés sur la Chine Epoch Times au sujet de directives de sécurité à l'attention des laboratoires de recherche révèlent que Pékin connaissait le potentiel de transmission du virus des semaines avant d'en informer le public. Le 1er janvier, la Commission provinciale de la santé du Hubei a demandé à une société de génomique de cesser de tester les échantillons du virus et de détruire les échantillons existants. Enfin, notons que les statistiques officielles sur le nombre de décès et de cas d'infection en Chine sont si basses qu'elles semblent risibles. Par exemple, les 4 829 décès survenus en Chine pour les 1,4 milliard d'habitants présentent un taux de mortalité 493 fois inférieur au taux rapporté aux États-Unis, où il y aurait eu 484 200 décès pour les 328 millions d'habitants, ce qui laisse présager une forte sous-estimation des cas rapportés en Chine. Pourtant, le directeur de l'OMS, le Dr Tedros, n'a pas remis en question ces données. Dans un tweet du 20 mars, le Dr Tedros a répété la propagande du Parti communiste chinois selon laquelle, pour la première fois, la Chine n'a rapporté aucun cas de COVID-19 en référence au jour précédent. L'OMS a également déconseillé l'application de toute restriction de voyage ou de commerce à l'égard de la Chine et le 3 février, le Dr Tedros a même exprimé son opposition aux interdictions d'entrée mises en place dans certains pays d'étrangers qui avaient récemment voyagé en Chine, affirmant que les mesures qui entraveraient inutilement les voyages et le commerce n'étaient pas nécessaires. Enfin, dans des tweets, le Dr Tedros a félicité la Chine pour sa réaction à l'épidémie et a présenté ses réalisations comme étonnantes et rassurantes sur le fait que le coronavirus peut être vaincu. L'administration Trump avait officiellement retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que ses 400 millions de dollars de financement récurrent, car selon les États-Unis, l'OMS aurait manqué d'indépendance envers la Chine et n'aurait pas obtenu les informations dont le monde avait besoin en temps opportun, entraînant la perte de nombreuses vies. L'administration Trump a également reproché à l'OMS de ne pas avoir effectué les réformes requises. L'ancien président Trump a dit « Nous avons détaillé les réformes qu'elle doit entreprendre et nous nous sommes engagés directement avec eux, mais ils ont refusé d'agir. » Toutefois, le 20 janvier, soit le premier jour de sa présidence, Joe Biden a signé un décret prévoyant la réintégration des États-Unis à l'OMS. Le 26 janvier, il a également signé un mémorandum condamnant et combattant le racisme, la xénophobie et l'intolérance envers les Américains d'origine asiatique et les habitants des îles du Pacifique aux États-Unis, en référence à son prédécesseur qui employait le terme « China virus ». Quelques jours avant que Pompeo ne quitte son poste, le département d'État a publié une fiche d'information indiquant avoir des raisons de croire qu'à l'automne 2019,
Plusieurs chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan présentaient des symptômes semblables à ceux du COVID-19, bien qu'un virologiste de haut niveau de l'établissement ait déclaré le contraire. L'administration Biden semble être prudente au sujet de ses déclarations sur la Chine, semblant vouloir prévenir d'éventuels reproches. Le porte-parole du département d'État de la nouvelle administration, Ned Price, a reconnu que jusqu'à présent, la Chine n'a pas offert la transparence requise, fin de citation, et dit attendre le rapport complet. Quant au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros a dit n'écarter aucune hypothèse au sujet de l'origine du virus, suggérant porter une oreille attentive à la fiche d'information de l'administration Trump au sujet d'un éventuel rôle de l'Institut de virologie de Wuhan et a soulevé la nécessité d'une étude plus approfondie. Tel que l'a suggéré le professeur Dwyer, les données scientifiques entourant la gestion initiale de l'épidémie de coronavirus en Chine sont hautement politisées, car elles questionnent sérieusement le rôle du régime communiste. Espérons que par cette expérience, les pays du monde apprendront à s'en méfier. Chers amis, nous nous arrêterons ici pour le moment. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à cliquer la mention j'aime, la partager et la commenter. Nous vous rappelons que vous pouvez également vous abonner par courriel à notre chaîne via le lien dans la boîte description sous cette vidéo. Nous vous remercions grandement de votre attention et nous vous disons à la prochaine.